Donc, les politiciens, les scientifiques, les philosophes, mais aussi les romanciers, les caricaturistes, les cinéastes ont senti le besoin d'esquisser les contours du futur, soit pour établir une direction tangible ou pour mettre en garde ou simplement pour faire rêver. Mais c'est dans les années 60 que la futurologie émerge dans le monde universitaire avec les travaux de gens comme Arthur Clarke, Alvin Toffler, Anne Morris et Gaston Berger, entre autres. Dans le contexte de la guerre froide, la futurologie est mise d'abord à contribution de la planification économique et militaire. Puis, elle s'étend graduellement aux préoccupations écologiques, sociales et de gouvernance. Elle procède alors à partir de données technologiques, écologiques, sociales, culturelles, du passé et du présent, pour construire des visions du futur qui peuvent servir à établir des politiques et la prise de décision ou encore à proposer des alternatives utopiques. Dans son ouvrage intitulé « Régime d'historicité », dont on a déjà parlé plusieurs fois aujourd'hui, François Hartog développe la notion de présentisme qu'il conçoit par opposition au futurisme de la modernité, qui aurait disparu de l'horizon européen et nord-américain dans les années 90 suite à la chute du mur de Berlin et l'éclatement de l'URSS. Hartog décrit un scepticisme face au progrès qui s'incarne dans la conservation du patrimoine, la muséification des objets et des modes de vie, le basculement dans une culture de l'immédiat, la réalisation de soi, le van life, entre autres, dont on a parlé tantôt, et une attention grandissante face aux menaces de modification irréversible de l'environnement et celles suscitées par l'intelligence artificielle et les biotechnologies. Et aussi par l'anthropologie du contemporain et par une nostalgie du futur tel qu'il était vu par les visionnaires, par les visionnaires du début du 20e siècle. L'enjeu de prospection est aussi prégnant que jamais dans un contexte de scepticisme face au projet et de passage d'une épistémée à une autre. Les chercheurs sondent toujours les tendances actuelles pour mieux approfondir les savoirs dans leur dimension scientifique, mais aussi pédagogique, institutionnelle et sociétale. Dans le cadre de cette table ronde, j'ai donc invité 5 chercheurs et chercheuses du CELA à se prêter au jeu de la futurologie et discuter des grands enjeux qui se développent dans leurs disciplines respectives et leur milieu de recherche ou de travail, ou encore pour nous parler de leurs propres projets qui sont prospectifs en soi. Donc, je vous les présente immédiatement. Je vous les présente dans l'ordre de leur intervention qui durera environ 5 minutes chacune avant qu'on passe à la discussion. Donc, d'abord, Madeleine Pastinelli, qui est ici à ma droite, est ethnologue et professeure au département de sociologie à l'Université de Laval. C'est aussi la directrice du CELA. Alison Bain, à ma gauche, est archéologue et membre du département des sciences historiques de l'Université Laval. Ensuite, Yves Bergeron, qui est ethnologue et muséologue, membre du département d'histoire de l'art de l'UQAM, directeur de l'Institut du patrimoine et titulaire de la chaire de recherche Musée, gouvernance et droit culturel. Simon Harel-Aubout, qui est membre du département de littérature, de littérature et de langue du monde à l'Université de Montréal, membre de la Société royale du Canada et directeur du laboratoire des récits du soi mobile. Et Catherine Lalonde, finalement, qui est artiste interdisciplinaire et doctorante au programme en études et pratiques des arts à l'UQAM. Donc, merci à tous. On commence avec Madeleine. Oui, merci. Alors, je vais vous parler du futur de ma discipline. Et là, ce sera la sociologie. Hein? Comme à côté de mon nom, on avait mis sociologie. Donc, parler de l'avenir de la discipline, je suis ethnologue de formation, mais de plus en plus sociologue. La question du futur de la sociologie, elle est étroitement liée à l'idée qu'on a de la nature même de la discipline et puis de sa raison d'être. Récemment, Jean-Louis Fabiani reprenait à son compte l'idée que la sociologie est une discipline qui est restée coincée au stade des préliminaires ou qui n'a pas encore fini de naître. Il disait ça en intervenant dans le débat qu'a suscité l'ouvrage de Gérald
Gérald Bronner et Étienne Géhin, qui est paru l'automne dernier, qui s'intitulait « Le danger sociologique ». Dans cet ouvrage que plusieurs ont qualifié de pamphlet, les deux auteurs sont allés d'une charge à fond de train contre les démarches qu'ils attribuent à la sociologie critique et à laquelle ils reprochent d'être trop idéologique ou d'être pas assez rigoureuse. Mais l'essentiel de leurs propos, ou en tout cas ce qu'était leur point de départ, consiste à s'inquiéter de l'avenir de la sociologie, à dire que cette discipline, si elle n'opère pas rapidement, un certain nombre de transformations seraient, c'est leur pronostic, menacées de disparaître. Et ça, d'après eux, parce que dans le monde actuel, si la sociologie ne peut pas chercher à fonctionner comme une science positive qui produit un savoir cumulatif, ou en tout cas qui essaie d'en produire un, et qu'en plus, elle forme des activistes qui seraient constamment en lutte contre les pouvoirs en place, bien, dans le monde qui est le nôtre, ou comme on le connaît, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les États soient de plus en plus nombreux à cesser de financer les activités des sociologues, voire à fermer les départements de sociologie. Leur proposition pour assurer l'avenir de la discipline consiste à repenser donc la pratique des sociologues pour en faire une science qui serait ou qui se voudrait plus rigoureuse, qui passera entre autres par une normalisation des indicateurs et des variables, par une révision des façons de faire et aussi par une plus grande ouverture au dialogue avec d'autres disciplines, notamment les neurosciences et les sciences cognitives. Gérald Bronner fonde par ailleurs bien des espoirs pour cette éventuelle renaissance de la discipline dans le recours aux données massives, donc le big data, comme d'autres en place bien des espoirs dans le développement de l'intelligence artificielle. Comme ces développements technologiques, le big data et l'intelligence artificielle occupent une place de choix dans la futurologie de la sociologie, mais des sciences sociales en général, je me permets une petite parenthèse sur ce thème. Je suis personnellement, si je dois m'aventurer dans l'exercice, assez modérément enthousiaste, considérant les limites que me semblent présenter ces domaines pour le travail qu'on fait. Pour aller vite, disons que la principale limite du big data est que le fait d'avoir énormément de données et des données très précises sur des échantillons immenses, voire sur des populations entière, ça permet de faire des descriptions beaucoup plus précises et beaucoup plus sophistiquées que celles qu'on pouvait faire autrefois. Donc, de ce point de vue-là, c'est certainement pas sans intérêt. C'est, en tout cas, pour des domaines comme le marketing, d'une redoutable efficacité pour profiler des clientèles. Mais ça ne me semble absolument pas suffisant pour nous permettre de comprendre ce qu'on observe. C'est pas d'un grand secours quand on veut être même d'expliquer pourquoi c'est ceci et pas autre chose qu'on observe à travers les données, qu'elles soient massives ou très limitées, dans la mesure où la sociologie souhaite comprendre comment les choses se passent dans le monde social et pas seulement observer ce qui est. Bien, les données massives, elles risquent pas de transformer radicalement le travail du sociologue. Elles vont permettre certainement de raffiner les portraits du réel, mais au-delà de ça, je suis moi-même assez sceptique. De la même manière, si on peut attendre beaucoup de choses de l'intelligence artificielle, il me semble que ça présente des limites qui sont inscrites dans le fonctionnement même de l'intelligence artificielle. Un algorithme, ça fait jamais rien d'autre ou rien de plus que de traiter des données et les manipuler. Et les données, elles sont ce qu'on apprend à un programme à observer et à mesurer, ce qui est forcément limité par le langage et les catégories de pensée de l'humain qui fabrique l'algorithme. Si on ne sait pas objectiver et énoncer une chose, on ne peut pas non plus apprendre à un algorithme à l'observer, à la mesurer ou à manipuler des données qui la concernent. Or, dans le monde des affaires humaines, il y a beaucoup de choses qui nous intéressent, qui se passent dans le registre de ce qu'on ne sait pas objectiver ou énoncer. Comme disait Wittgenstein, ce qu'on sait, ce qu'on comprend ou ce qu'on perçoit, ça dépasse toujours de loin ce qu'on est capable d'objectiver ou ce qu'on est capable de dire. On ne peut pas apprendre à un algorithme à manipuler des données qui se situent
en deçà du langage. Et donc, encore une fois, c'est certainement pas sans intérêt, mais il me paraît clair que ça ne pourra pas remplacer le chercheur de terrain puis le caractère intersubjectif du rapport entre un chercheur et ceux avec qui il parle. Donc, je ferme cette parenthèse. Je pense qu'il faut replacer dans leur contexte ces espoirs qui viennent avec des appels à repenser la discipline. Je vous parlais de Gérald Bronner et d'Étienne Géhin. Ce ne sont pas les seuls à attendre et à espérer qu'on réinvente la sociologie pour assurer son avenir. Dans le monde anglo-saxon, on peut, entre autres, se référer aux appels répétés de Michael Burawoy pour le développement de ce qu'il a appelé la sociologie publique, qui serait ni une sociologie académique visant la connaissance fondamentale, ni une sociologie critique, ni une sociologie professionnelle répondant à des commandes, mais autre chose encore, quelque chose comme une sociologie qui serait engagée au service du ou d'un ou des publics, qui se ferait en dialogue avec un public et pour lui, mais sans pour autant être, comment dire, une sociologie répondant à des commandes. Au final, comme je comprends sa proposition de ce que serait la sociologie publique, ça m'apparaît assez proche de ce que sont les démarches de recherche qu'on valorise ici au CELAT. Ce qui préoccupe Burawoy, c'est la capacité qu'a la discipline à jouer un rôle ou à présenter un intérêt, non pas au sens utilitariste, mais en lien avec ce que serait sa pertinence sociale, ce que serait son intérêt, en fin de compte, pour l'ensemble de la société. Burawoy a une vision de ce vers quoi devrait tendre la discipline qui est assez éloignée de celle de Gérald Bronner, mais ils seraient certainement tous les deux au moins d'accord avec Jean-Louis Fabiani pour dire que la discipline est coincée à l'étape des préliminaires, que quelque chose doit encore aboutir et que cette chose qui doit aboutir a certainement beaucoup à voir avec ce que disait Émile Durkheim, qui disait nos travaux ne mériteraient pas une heure de peine s'ils ne devaient avoir qu'une portée spéculative, si ça ne devait pas avoir une quelconque importance pour la société, ça vaudrait pas le coup. Les appels du même genre, plusieurs ont été formulés à différentes époques, peut-être même depuis la naissance de la discipline, mais ces appels-là se sont à repenser la sociologie, donc pour lui trouver une raison d'être ou une pertinence sociale, se sont multipliés de façon assez symptomatique au cours des 10 ou 15 dernières années. En fait, ma conviction est qu'il y en a de plus en plus. C'est évidemment pas étranger au contexte dans lequel on évolue ces jours-ci, alors qu'on a vu les ressources disponibles pour la recherche se raréfier. Les pressions à l'utilitarisme sont aussi devenues de plus en plus grandes, ce qui a entre autres eu pour effet de pousser de plus en plus d'étudiants vers des formations professionnalisantes, ce qui a contribué au cours des 20-30 dernières années à vider progressivement, lentement, mais sûrement nos salles de classe et nos départements, donc au profit de formations professionnalisantes. Et l'ironie du sort veut que ces domaines de formation professionnalisants qui ont beaucoup emprunté à la sociologie, mais comme à l'anthropologie, aux sciences politiques, à la psychologie, à l'ensemble des disciplines des sciences humaines et des sciences sociales, ces disciplines-là, pendant très longtemps, et là, je parle de programmes, de disciplines, de cursus de formation professionnalisant. Je pense à la criminologie, aux sciences de l'éducation, à la médecine sociale, au marketing, aux relations industrielles, qui sont des domaines dans lesquels, jusqu'à il y a encore une vingtaine d'années, on recrutait essentiellement des gens qui avaient des formations disciplinaires dans des disciplines fondamentales. Dans les départements de communication, on allait trouver des sociologues, des politologues, des psychologues. Ces domaines ont graduellement, progressivement acquis leur autonomie et sans pour autant se définir comme des disciplines, recrutent de plus en plus des gens qui ont été formés dans leur propre domaine. C'est-à-dire qu'autrefois, en communication, on trouvait des sociologues, des politologues, des anthropologues. Maintenant, dans les départements de communication, on recrute de plus en plus des gens qui ont été formés en communication, de la même façon qu'on recrute des sociologues de l'éducation qui ont été formés en sciences de l'éducation et non pas en sociologie.
ce qui fait que les sociologues, mais c'est certainement vrai pour d'autres aussi, sont beaucoup moins qu'avant des experts dont les autres auraient besoin, parce que les autres ont appris à leur façon à faire de la sociologie, ou enfin comme ça les intéressait, ou comme ils en avaient besoin. Tout le paradoxe étant qu'aujourd'hui, tous sont d'accord sur le fait que nos sociétés auraient plus que jamais besoin de ce que peut leur apporter une discipline comme la sociologie, alors que paradoxalement, je dirais pas les sociologues, mais je dirais des sociologues, peinent à trouver leur place. Hein. On sent à gauche, autant qu'à droite et ailleurs, la nécessité pressante de réinventer la pratique de la sociologie et sa mise en œuvre. Il y a un vrai champ de lutte intellectuelle quant à ce que serait le futur souhaitable de la discipline, quant à ce que pourrait être sa planche de salut dans un contexte où des gens sentent qu'un avenir, que quelque chose est menacé, à tort ou à raison, mais enfin, il y a cette hantise-là. Dans le contexte, on n'est pas tant occupé à prédire l'avenir de la discipline qu'à lutter pour essayer de le déterminer, qu'à se battre pour essayer d'imposer une vision et un type de pratique plutôt qu'un autre. Je pense que j'ai de bonnes raisons de croire que ce que j'observe dans ce champ qui est celui de la sociologie est peut-être pas étranger à ce qui se passe dans d'autres disciplines des sciences humaines et sociales. Merci, Madeleine. J'ai orienté mes premiers commentaires à propos les enjeux, les défis face à nos disciplines. Et j'ai à l'écran mes collaborateurs, surtout les collaboratrices, Suzy Obama-Sewin puis Geneviève Trévaux, deux archéologues avec lesquels je travaille, avec les Algonquiennes, avec les Premières Nations. Archéologie, en tant que discipline, on a un passé dur et difficile et assez dans une pratique coloniale, en réflexion, mais maintenant, on est dans une belle et nouvelle phase où on a des belles initiatives en archéologie suite aux demandes des Premières Nations. Au lieu de travailler sur les Premières Nations, on travaille avec les Premières Nations. Et très récemment, j'ai commencé nous et mes collègues à Laval, on a commencé des nouvelles collaborations avec la nation Huron-Wendat, avec les Mohawks très proches d'ici, puis aussi avec cette équipe, les membres du Grand Conseil de Wabanaki, qui gère les questions scientifiques, archéologiques, culturelles pour les Malécites, les Mi'kmaq et les Algonquiens. Souvent, en archéologie, on a été pris dans une narration au Québec, surtout le régime anglais, le régime français. Il y a surtout un groupe d'archéologues qui ont travaillé sur les nations autochtones, mais ces relations étaient assez inconfortables et on est dans une place maintenant dans la discipline où les nations disent « mais c'est notre histoire, on est tanné d'avoir, vous les Blancs, qui écrivez l'histoire pour nous, aidez-nous à écrire nos propres histoires, nos propres récits ». Cette façon de fonctionner met beaucoup de chercheurs mal à l'aise parce que ce n'est pas une histoire très traditionnelle ni particulièrement hiérarchique. Ça prend beaucoup plus de consultation, plus de temps, une certaine ouverture d'esprit, je dirais. En plus, avec les changements dans les lois sur le patrimoine culturel au Québec, pour les projets sur les territoires des nations, les nations devraient être consultées avant chaque projet archéologique seulement depuis 2015, qui n'est pas une bonne chose. Mais les nations savent maintenant, c'est à eux aussi d'avoir plus à dire sur leur propre histoire. Et ça, c'est fort intéressant. Avec les gens de Wabanaki, on a commencé un petit projet ce printemps. Nous sommes en train de sonder, trouver un site, bâtir une équipe pour une école en archéologie autochtone qui va commencer probablement à partir de l'an prochain. On travaille aussi de créer le contenu pour les collèges quinois, qui est à Odenak, qui est une école pour les Premières Nations, des étudiants des Premières Nations. Et troisième, quatrième mois aussi, avec les nations Huron-Wendat, puis avec les Mohawks ici, ils ont demandé une formation des gens dans nos laboratoires en archéologie. Donc, pour moi, une des pistes bien importantes pour le futur de ma discipline, c'est dans ces nouvelles collaborations. Et je répète encore une fois, qu'est-ce qui est formidable, c'est maintenant la demande vient de ces nations, puis on est prête à les et moi je suis prête à les accompagner dans ces futurs projets.
Ça, c'est mon premier projet. Le deuxième, si on veut changer, oui, en tant qu'archéologue, on a toujours quelle est la pertinence sociale de notre discipline? Il y a un aspect très pratico-pratique, très concret de l'archéologie. L'archéologie, l'ordre du développement et la contrainte archéologique. Il faut gérer et enlever la contrainte archéologique. Mais il y a aussi toute une belle possibilité d'une utilisation plutôt sociale, de créer les nouvelles narrations. Je réfère toujours au cas ici en archéologie québécoise, en travaillant à Québec, dans le contexte de nos chantiers écoles, on a toujours travaillé, c'était le régime français, les grands sites, les sites des hommes blancs, excusez-moi, bien important. J'avoue qu'en tant qu'archéologue, j'ai fouillé des sites parmi les plus riches de toute ma carrière. C'était le paradis pour un archéologue. Cela dit, dans un moment donné, il faut penser à autre chose. Moi, j'ai milité avec mes collègues, c'était surtout moi, en tant que directrice des chantiers écoles. J'ai insisté que notre chantier de fouilles quitte la zone UNESCO l'année dernière. Pourquoi? C'était le but d'amener l'archéologie vers les publics. J'ai compris à travers mes collaborations avec le ministère de la Culture, on va intégrer le public dans l'histoire en archéologie et parce qu'aussi, en tant qu'archéologue en fouille, moi je suis sur le terrain, venez me voir en passant, 5 semaines à temps plein chaque printemps et le monde arrête, mais en archéologie ici? On a l'archéologie, ça c'est à Rome, c'est à Paris, c'est le but de savoir qu'il y a une appropriation de votre passé qui dépasse les manuels scolaires. L'histoire, il y a de l'archéologie aussi. Donc, mon but avec mon projet de quitter la zone UNESCO, c'était de créer un projet sur l'histoire des populations des ouvriers à Québec. Et l'ironie joue dans les résultats. Je fouille avec mon équipe un site d'un gentleman farmer bourgeois anglais qui était comme hors de notre contrôle, qui a même gagné les concours parce qu'il y avait les plus belles vaches dans toute la région pendant la première moitié du 19e siècle. Cela dit, mon public qui nous visite pendant nos activités publiques, Les Moilous, c'est un superbe quartier qui est en train de vivre une certaine gentrification et il y a toute une population qui ont quitté pour les banlieues, qui reviennent pendant la retraite. Et pour eux, d'avoir les archéologues, c'est des passionnés comme nous, ils sont contents, on est là, ils nous arrêtent à la boulangerie, ah, vous êtes l'équipe d'archéologie, c'est formidable. On a réussi aussi à faire des projets d'ethnoarchéologie avec eux, parce qu'on travaille sur un site que personne ne se souvient du bâtiment sur le site. C'était écrasé dans les années 70, mais personne n'a un souvenir de ça. Donc, maintenant, on était en train, cette journée-là, de même sonder la population. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que déjà, on sait tout de suite que l'archéologie sert à quelque chose. Pour cette communauté, pour ces jeunes, surtout cette population qui a grandi dans le quartier, ça renforce une identité, une appartenance avec la communauté, peu importe le fait qu'on fouille la ferme d'une grande bourgeois anglais, encore hors de mon contrôle comme question. C'est ça. Donc, je pense que l'archéologie joue une belle place en renforçant des liens dans les communautés. Au Québec, on ne suit pas nécessairement les différents modes en archéologie. Il y a très peu d'archéologie queer. Il y a très peu sur d'autres communautés, groupes minoritaires. C'est très peu traiter ces questions, mais on est sur des nouvelles pistes de recherche où on explore tout ça. Puis ça fait toute la jalousie ce printemps, quand mes collègues archéologues à l'Université de Montréal ont embauché quelqu'un en archéologie publique. Ils ont compris. C'est ça. Donc, je m'arrête là. Ça, c'est vraiment les 2 projets que je vois pour le futur de ma discipline. Veux-tu, j'avais d'autres images. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire rapidement. Plus tard. Ah, plus non. Tard? Oui, okay. Plus tard, si je peux. Okay, oui. Parfait. Merci. Yves. Oui. Alors, je vous propose une réflexion sur la muséologie, la prospective. J'ai réfléchi au cours des dernières années aux grands enjeux auxquels font face les musées pour le 21e siècle. D'abord, revenons sur un lieu commun. On a généralement l'impression que les musées représentent la permanence.
qu'il traverse le temps comme un long fleuve tranquille. Et pourtant, si on regarde autour de nous, tout semble lisse dans les musées, mais la réalité est beaucoup plus complexe. En fait, quand on observe les musées à moyen et surtout à long terme, c'est tout à fait faux. C'est-à-dire que les musées sont perpétuellement en changement. Des musées apparaissent, disparaissent. On a l'impression que les musées sont éternels. Ce n'est pas du tout le cas. Les collections se déplacent d'une institution à l'autre sur la ligne du temps. Mais il faut quand même reconnaître que les changements se sont accélérés et les mutations, les changements sociaux qui ont transformé les musées après le mouvement de la nouvelle muséologie, mais surtout des grandes mutations profondes dans les musées à partir des décennies 1990. J'ai cet intérêt pour les tendances depuis un certain temps, en fait depuis l'année 2000, où à l'époque, je travaillais au Musée de la Civilisation et Roland Arpin m'avait suggéré de lancer un chantier en invitant des chercheurs de différentes disciplines à venir réfléchir avec nous au musée à ce qui se transformait dans la société. Et l'objectif, c'était de tenir compte des changements sociaux, mais en même temps de repenser le musée à plus long terme et aussi de réfléchir autrement à la programmation du musée. Ça a donné un premier ouvrage que j'ai publié en 2005, écrit entre autres avec Luc Dupont, qui est professeur maintenant, qui ne l'était pas à l'époque, mais qui est professeur à l'Université d'Ottawa. Et un deuxième livre en 2015, parce que la question des tendances, elle n'est jamais fermée. Il faut revisiter périodiquement ce thème parce que les changements, eux, sont constants. Donc, depuis au moins 2 décennies, le monde des musées a été traversé par des mutations profondes. On n'a qu'à penser au néolibéralisme économique, à la mondialisation, et c'est pourquoi j'ai choisi cette image du Louvre à Abu Dhabi, qui est un très bel exemple où c'est la marque Louvre qui est importante, qui pose toutes sortes de questions aussi éthiques, parce qu'on a délocalisé des œuvres qui appartiennent au patrimoine national français, mais en fait, on a rompu un contrat très important entre les musées où les échanges sont gratuits, c'est-à-dire on prête à partir du moment où l'autre musée nous prête. Là, on a loué pour des milliards d'euros ses collections. Et le Louvre à Abu Dhabi a des budgets fabuleux et compétitionne maintenant le Louvre sur le marché international pour l'achat des œuvres. Donc là, il y a quelque chose du musée cannibale, comme l'a évoqué Serge tout à l'heure. Donc, il y a c'est quand même la manifestation de quelque chose qui est profond, qui était inimaginable dans les années 80-90. Aujourd'hui, c'est tout à fait envisageable parce que les gouvernements ont compris qu'à travers les musées, on peut faire de la diplomatie internationale, mais on pouvait faire aussi beaucoup d'argent. Ça, c'est plus simplement une simple pratique culturelle. C'est autre chose que de la culture. Donc, on peut penser aussi, parce qu'on pourrait évoquer, il y a tellement de choses qui sont transformées dans le monde des musées au cours des dernières années, mais je pense notamment aux grandes conventions internationales de l'UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel, et c'est probablement un des moteurs de changement les plus importants parce que ça oblige les musées à travailler autrement, à ne plus développer seulement des collections matérielles, mais à s'intéresser aux populations. Et comme il est question là de patrimoine immatériel, on a une rupture qui est importante entre le rôle traditionnel des conservateurs qui était de révéler, mais là de se mettre au service de la société et de dire voici ce qui est important pour la communauté. Donc, c'est un rapport d'autorité qui change profondément. Donc, ce sont les pratiques, les valeurs qui se transforment. La Convention sur la diversité culturelle aussi, a des incidences directes sur les musées, même si la Convention sur le patrimoine culturel immatériel n'a pas été signée par le Canada, elle est reconnue par le Québec et formellement, dans la loi sur le patrimoine, maintenant, c'est une des responsabilités. Et cette responsabilité-là, dans la loi sur le patrimoine, le ministre ou les différents ministres à la culture demandent au musée maintenant de prendre en charge le patrimoine immatériel. Donc, ça vient transformer la pratique professionnelle, ça va de soi.
On doit tenir compte donc des impacts des conventions, des législations sur les territoires, sur les patrimoines qui sont nationaux, mais aussi locaux. Et donc, il faut comprendre que c'est en même temps le contrat social des musées qui a été remis en question au cours des dernières années. Quand je parle de contrat social, c'est-à-dire cet engagement que les musées prennent à l'égard de la société en adoptant une mission, c'est-à-dire voici ce que nous, on s'engage à faire pour la collectivité. C'est d'autant plus important qu'en Amérique du Nord, où les musées ne sont pas pleinement soutenus financièrement comme par l'État, comme c'est le cas en Europe, pour survivre, les musées doivent générer des revenus autonomes, doivent revoir leur programmation, et ça a des incidences directes sur les choix de programmation, mais sur les choix aussi des œuvres et des objets qui entrent dans les collections. Et ça a des conséquences de toutes sortes. On a vu se multiplier au cours des dernières années des colloques, des symposiums, une multitude de publications, d'essais aussi sur les tendances et tout ce qui transforme l'institution muséale. Et ça, c'est sans compter toute la littérature professionnelle qu'on retrouve au Canada, aux États-Unis et partout en Europe, et surtout en Europe où les changements sont vécus de manière plus, je dirais, un peu plus dramatique parce que c'est le statut même des conservateurs qui change. Alors là, il y a une véritable crise dans le monde des musées. Donc, dans ce contexte, il devient évident que, pour moi, enfin, que la question de la gouvernance des musées est devenue un enjeu fondamental. Pourquoi? Quand je parle ici de gouvernance, il s'agit de gestion, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est surtout la philosophie de gestion des musées, parce que la gouvernance, ça relève des valeurs. Comment on peut entrevoir la saine gestion des musées afin d'assurer le développement harmonieux des missions culturelles et sociales des musées? Je crois qu'on doit penser, mais surtout réfléchir, le musée en sortant du paradigme dans lequel les universités, notamment, persistent en muséologie, en Amérique du Nord et en Europe, et qui conçoivent le musée comme une sorte de machine, une machine à conserver, à produire des expositions, où on privilégie finalement une approche fonctionnaliste de l'enseignement en muséologie autour de, voici la collection, les fonctions de conservation, d'exposition et de médiation. Moi, je dirais que je milite plutôt pour une muséologie du temps présent. Pourquoi? Parce que les musées s'inscrivent dans le temps présent pour des publics, mais surtout pour des citoyens, dans ce qu'on pourrait décrire comme un écosystème des musées. C'est peut-être encore plus évident dans le contexte nord-américain. Ce qui a changé, notamment au cours des dernières années, c'est que les musées ont été emportés d'une certaine façon dans une sorte de trou noir que représente le patrimoine, qui amalgame depuis 2 ou 3 décennies des objets matériels, des objets immatériels, mais aussi du patrimoine naturel, de la commémoration maintenant, quand on prend connaissance de la loi, des personnages. Hein, là, c'est la notion de panthéon qui s'amalgame au musée. Et puis, toute la problématique des objets contemporains. Aujourd'hui, on veut tout conserver et on ne conserve rien. Donc, comment réfléchir au musée et au patrimoine d'une autre manière? C'est la question que je pose. Donc, en prenant appui cette réflexion sur une expérience professionnelle, parce que je me rends compte aujourd'hui que j'ai eu la chance, pendant 17 ans, de travailler dans des musées au fédéral, au provincial, dans des musées privés et avec le monde associatif. Et c'est dans cette perspective-là où, avec des collègues chercheurs, dont François Mérès, avec qui je travaille depuis plusieurs années, qui est prof à Sorbonne Nouvelle, mais aussi des collègues de l'UQAM, de l'École des sciences de la gestion et des sciences juridiques, ce qu'on souhaite faire, c'est observer et plus attentivement différents modèles de gouvernance des musées, en Amérique du Nord, bien sûr, dans un premier temps, mais aussi plus largement en Europe, en Amérique du Sud et en Asie, par le biais d'ICOFOM, hein, qui est le comité de muséologie du Conseil international des musées. Appréhender, je vous ai parlé de gestion, mais je voulais vous dire 2 mots sur le droit. Appréhender les musées sous l'angle du droit, pourquoi? Parce que le musée est une institution qui s'engage devant les communautés à assumer leurs missions spécifiques. Serge Chaumier faisait référence tout à l'heure au projet scientifique et culturel.
c'est important dans les musées européens de définir ce projet-là. Ici, on ne va pas si loin, mais depuis 20 ans, chaque musée est obligé de préciser sa mission et tous les conseils d'administration des musées, périodiquement, au moins tous les 10 ans, doivent revoir et réfléchir à leur mission, c'est-à-dire se poser la question, est-ce qu'on est toujours utile pour la communauté? C'est donc ce qui m'intéresse. Le cadre législatif, il est incontournable, notamment pour les acquisitions et les aliénations dans les musées. Ceux qui auront consulté l'actualité aujourd'hui, vous aurez peut-être lu cet article, c'est dans tous les médias. Le Musée national des beaux-arts du Canada a décidé d'aliéner et de vendre des œuvres, dont un Chagall. Et là, tout le monde s'énerve autour de cette question-là. En principe, les musées ont le droit d'aliéner, mais dans la pratique, ça se fait très, très, très rarement. Et là, on a un beau cas d'éthique parce que le directeur ou le conservateur du musée se comporte comme un collectionneur. On a un patrimoine qui est national, qui appartient à tout le monde, et c'est le discours que les musées entretiennent toujours. Mais là, ce qu'il dit à tout le monde, sans répondre à toutes les questions, j'utilise cette œuvre que je vais vendre pour acheter quelque chose qui m'intéresse davantage. Est-ce qu'on est encore dans le collectif? Là, il y a une question d'éthique aussi. Et puis, au-delà du droit formel, je voudrais attirer votre attention sur un autre droit, et qui est encore plus important, c'est celui que les chercheurs en sciences juridiques définissent comme le droit mou. C'est l'éthique, c'est les codes de déontologie, et c'est ce qu'on pourrait appeler dans le monde des musées, ça a peu été étudié jusqu'à maintenant, c'est la coutume. La coutume qui est de tradition orale. Il existe une tradition orale dans le monde des musées, des règles non écrites qui sont respectées par l'ensemble des musées, qui sont informelles, mais pourtant aussi essentielles. C'est une sorte de code invisible de référence des musées qui se traduit par des valeurs collectives partagées par la communauté. Je reviens sur l'exemple d'Abu Dhabi. C'est impensable de dire on va louer des œuvres et des objets. Là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Ce code des valeurs, il est assez complexe et la seule façon de le comprendre, c'est comme en anthropologie, c'est d'être sur le terrain, d'être aussi conservateur et de l'observer. Bref, on est ici sur le terrain de ce qu'on peut véritablement qualifier. En fait, c'est la véritable culture des musées. Et ça, à mon sens, c'est important à comprendre et à étudier. Et c'est, à mon sens, fondamental pour la recherche. Donc, en somme, l'approche qu'on propose a été développée par une équipe de recherche ici à l'UQAM, à l'Université Laval aussi, et avec un groupe de chercheurs, de collègues à Paris. L'idée, c'est de renouveler le regard que l'on pose sur le monde des musées, qui est un monde beaucoup plus complexe. En fait, je voudrais tout simplement dire, c'est parce qu'il m'est venu une autre idée en même temps, mais c'est que les gens idéalisent le monde des musées. Et c'est un monde absolument extraordinaire pour comprendre le rapport à la culture, mais le rapport aussi aux politiques. Et je voulais tout simplement terminer en vous donnant un exemple des 2 livres que j'ai publiés il y a 1 an maintenant, consacrés au Musée de la civilisation et à Roland Arpin, un nouveau musée pour un nouveau monde. À partir donc d'entretiens, c'est un projet qui s'appelle Mémoire de la muséologie qu'on mène avec François Mérès. On a déjà une trentaine d'entretiens réalisés au Canada et en Europe, où on reconstitue d'une certaine façon l'histoire contemporaine de la muséologie, parce que les gens qui ont fait les musées écrivent sur les œuvres, sur les expos, mais ils n'écrivent pas sur le musée, sur ce qu'ils ont fait. Et à travers ce réseau d'informateurs, on est en voie de... en fait, on a identifié les réseaux et ce qui va nous permettre, parce que c'est en chantier, mais de produire une histoire de la muséologie contemporaine par les gens qui l'ont vécu. Il y a peut-être une chose quand même à mentionner sur cette question-là, parce que la méthodologie est importante. Tous les gens qu'on rencontre ne sont plus en fonction. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas envie d'entendre des cassettes, d'entendre les musées qui défendent leur point de vue.
tous les gens qu'on a rencontrés, à partir du moment où ils quittent ce monde-là, ils sont très lucides et c'est là qu'on apprend les choses les plus intéressantes. Donc voilà, expliquer très rapidement, peut-être trop longuement, ce projet de recherche. Merci. En tout cas, je vois beaucoup de liens entre ce que tu Oui. proposes et ce que Alison proposait sur vraiment une refonte de l'approche à la discipline sur le terrain même, mais aussi le lien avec les objets, le lien avec le public. Si on va chercher des nouvelles voies et des nouveaux publics. Et ça, je pense que c'est un des intérêts importants pour Simon aussi, cette façon, en fait, de rejoindre différents acteurs culturels ou différents personnages qui peuplent nos villes. Oui, merci. Écoutez, moi, je suis littéraire de formation. Et puis, disons que le dénominateur commun, je dirais, de tous les genres, les écoles, les théories, les domaines de pensée dans le domaine littéraire, c'est la notion de récit. Donc, c'est vraiment à partir de ça, je crois, que nous travaillons dans le domaine de la littérature. Excuse-moi, Simon, est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort? Oui. Ah, ça, c'est pour enregistrer, OK. Il va falloir que tu parles plus fort. OK, excusez-moi, j'ai un rhume, donc j'ai la voix un peu assourdie. Donc, depuis maintenant un certain nombre d'années, dans le registre de la littérature élargi au champ social, j'ai pris la décision de créer un ensemble d'infrastructures de recherche et d'enseignement qui ont pour caractéristique d'être mobiles, ce qui est un lieu commun là, de l'époque. Il ne faut pas être naïf sur ces questions, mais d'être mobile dans le contexte de la création de lieux de recherche et de recherche-création dans la ville. Donc, en fait, ce que je tente de faire, notamment à l'Université de Montréal, depuis que j'y suis, c'est de faire en sorte que l'enseignement se déplace, j'allais dire délocalise, mais il ne faut pas parler comme ça, qu'il se déplace hors les murs de l'université dans un contexte très précis. Et là, évidemment, Ève, Magali, Carole ont travaillé sur ces questions très tôt, c'est-à-dire l'aménagement du second campus de l'Université de Montréal, qui est une opération immobilière de grande envergure, qui va se faire sur 30 ans, et qui se caractérise par l'inauguration à la fin de 2019 d'un complexe scientifique. On parle, en termes d'immobilisation, d'à peu près, mais on ne le sait pas, personne ne le sait, parce qu'on est justement dans le domaine de l'utopie universitaire, c'est-à-dire donc de l'art d'utiliser la bétonneuse ou la bétonneuse, de manière à pouvoir créer des pavillons, mais on parle de la construction d'un campus qui générerait à peu près 1000 logements dès l'année prochaine, donc un quartier tout entier qui va prendre forme aux abords d'Outremont en bas. On parle évidemment de très, très nombreux développements scientifiques dans le domaine de l'intelligence artificielle notamment. Un signe très net, hein, c'est Sun Life qui a acheté tout récemment 450 000 pieds carrés d'espace locatif qu'elle saura vendre, j'en suis sûr, ou louer à bon escient au bon moment. Et évidemment, M. Bengio et ses collègues Yvado et tous les autres réseaux de recherche à l'Université de Montréal qui s'installent et ce qui va se concrétiser probablement d'ici un an et demi par un institut international de l'intelligence artificielle. Bon. On est donc dans cet espace. On est dans cet espace où se trouve Parc Extension, ce qui n'est pas rien puisqu'il s'agit d'un, si ce n'est le quartier le plus multiethnique au Canada, un quartier qui connaît des réalités très singulières, c'est-à-dire d'être un espace de transition migratoire pour la première génération. Et on se trouve dans un contexte où
Par ailleurs, vous avez comme voisin non pas immédiat le Myland, mais le Milex, Marconi-Alexandra, avec une immense gentrification ou embourgeoisement des quartiers. Et nous, on se trouve par le biais de 2 infrastructures de recherche, le laboratoire sur les récits du soi mobile, qui est dans le fond un camion aménagé en salle de séminaire, lieu de conférence, lieu de captation audiovisuelle, studio d'enregistrement, de production et de post-production, en plus du catalyseur d'imaginaire urbain, qui est une cité de recherche-création qui a été façonné à la suite d'un concours à la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. On se retrouve à avoir 2 espaces, ça c'est le catalyseur, donc, qui est situé tout près de l'avenue Victoria. Ça, c'est le Mont-Réel qui a été construit par une firme berlinoise qui se nomme Construclab. Donc, c'est un terrain de jeu extraordinaire. On ne se prend pas du tout pour Robinson Crusoe, ni pour Vendredi. On n'est pas dans l'utopie bobo qui consiste à dire on va faire à la fois de l'enseignement et des parties le vendredi soir, dans des after-hours. Ça se fait de toute manière. Mais l'idée n'est pas là. L'idée, puis je reviens à mon point de départ, c'est de reprendre la notion de récit, de l'enraciner dans les espaces publics, en faisant valoir que les récits, j'allais dire, sont des agents de transformation sociale, mais ça fait tellement discours, comment dire, politicard ou d'administration publique, mais que les récits peuvent, comme l'aurait pas dit Rimbaud, mais comme on peut lui faire dire, Lautréamont, que les récits changent. Changent quoi? Changent la vie. Donc, le vrai défi, c'est comment un littéraire peut-il quitter, comme tous les chercheurs, un espace qui est celui de l'enseignement de la littérature qui, par définition, se constitue du moins assez récemment dans l'histoire européenne comme un objet scripturaire, c'est-à-dire un objet écrit. Comment peut-on passer de cette conception de la littérature à une littérature publique ou encore à une littérature qui ressemblerait à ce qu'on appelait autrefois l'écrivain public? Bon. Donc, on est dans Parkex. On a donc, nous, un rôle à jouer. Du moins, les universitaires, les étudiants qui y sont, se disent quand même, il y a là une occasion extraordinaire, on ne peut pas la rater. C'est-à-dire qu'on a un espace qui nous est octroyé par l'Université de Montréal pendant 5 ans. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Il y a une ouverture de l'université, je ne tente pas de faire leur pub, mais qui consiste à se dire, bon, voilà, il y a un petit laboratoire qui se met en place. On ne sait pas nécessairement trop ce qui se passe, mais on va miser là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui semble intéressant. Un des enjeux très importants, c'est celui du pluralisme culturel. Évidemment, pour l'Université de Montréal, qui, par définition, beaucoup plus que l'UQAM, que j'ai bien connu parce que j'y ai étudié, s'est constitué sous la forme d'un château fort, canadien-français, blanc catholique, et qui, malgré toutes ses prétentions, voudrait beaucoup plus déménager vers le campus Outremont, qui s'appelle maintenant le campus 1000, que d'aller du côté de Côte-des-Neiges, ou encore pire, chez les Sauvages à Parkex. Donc, il y a des enjeux de clivage sociaux, de classe sociale, de précarisation, de racialisation. Donc, nous, on arrive dans ce contexte et on dit comment, par le biais de la recherche-création, peut-on faire en sorte que le pluralisme vivant de Montréal puisse jouer? Comment peut-on ne pas être trop instrumentalisé, c'est-à-dire garder, je dirais, son honneur, sauf... Et comment peut-on faire œuvre utile? Parce que, dans le fond, l'utopie dont je parle, elle est très concrète. Hein? Ce n'est pas celle de moi, là, c'est l'utopie concrète au quotidien. Je dirais que ce qu'on est en train de développer, et je crois par contre que ça, c'est un champ qui va suivre et qui va prendre son essor, c'est qu'on reprend, mais d'une manière totalement différente, ce qui a pu être théorisé dans le domaine des sciences sociales et très critiqué, c'est-à-dire la notion de field studies, mais on reprend ce propos qui consiste à considérer sérieuse, intéressante et pertinente dans le domaine de la recherche-création, ce que serait une ethnographie des terrains narratifs. C'est ce qu'on explore. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de capter des récits, c'est de les transcrire, ou ce sont des récits qui peuvent faire l'objet d'enregistrements, ce sont des récits qui sont créés par les citoyens,
Ce sont des agoras qui prennent forme. Dans le fond, on est en train de mettre en œuvre tout simplement ce qui, je dirais, semble tout à fait évident pour les littéraires et pour quiconque connaît la valeur des récits, c'est qu'il y a une dimension herméneutique, il y a une dimension heuristique et il y a une dimension émancipatrice qui va dans le sens de ce qu'on appelle l'autonomisation ou l'empowerment, quand le récit fait l'objet d'une appropriation. Mais je n'aime pas ce terme appropriation parce que, par définition, le récit se constitue toujours dans un rapport dialogique, hein? De Martin Buber en passant par Ricoeur, c'est toujours le rapport dans le récit du je et du tu. Alors, pour conclure, mais très, très brièvement, 3 aspects sur lesquels on centre notre réflexion et notre travail sur le terrain, parce qu'il va y avoir toute une saison estivale avec un colloque sur l'intelligence artificielle et sa dimension éthique au mois de juin. Il y a des résidences d'artistes dans les conteneurs. On travaille avec la Maison de la Syrie, notamment avec des ateliers photographiques de Photo Voice pour rendre compte de l'expérience de jeunes réfugiés. Il va y avoir donc beaucoup d'activités, mais ces 3 aspects, et très, très brièvement, seraient ceux-ci. C'est-à-dire que ce qu'on se pose, non pas seulement comme question, mais ce que l'on souhaite travailler, c'est d'une part cette dimension, je le disais, du récit, c'est-à-dire du récit qui permet de transformer le monde. C'est de réfléchir de façon et d'agir, ce qui pour des littéraires n'est pas nécessairement naturel, de réfléchir aux relations entre université et communauté, en tentant de défaire l'université de sa rigidité, en prenant en compte, dans notre réflexion de littéraires et de gens qui travaillent dans le domaine des sciences humaines et des arts et lettres, des réflexions urbanistiques et architecturales. Parce que c'est le cadre bâti, c'est l'habitat, à mon avis, qui définit pour beaucoup ce qu'est la constitution des lieux de savoir. Ce qui nous intéresse, c'est de pratiquer cet exercice de la démocratie, mais qui se constitue sous un mode qui est celui du reaching out, du grassroots, et donc d'être sur le terrain, donc d'être constamment sur le terrain, et de vivre cette expérience du terrain, été comme hiver. Et le 3e aspect, je dirais, que pour les non-universitaires, c'est-à-dire l'essentiel des citoyennes et des citoyens, le monde du savoir qui ne se réduit pas à l'université, bien évidemment, encore moins à la science, je dirais, technicienne. Le monde du savoir relève de ce que Michel Le Certeau appelait l'invention du quotidien. Dans le fond, ce qu'on fait avec ça, c'est tenter de reprendre là où De Certeau a laissé en 85 en se disant qu'est-ce qu'il aurait fait avec le Web 4 ou 14 et s'il avait eu un troc à Santa Cruz ou à San Diego pour se promener en fumant ses gitanes alors que les Hells se promenaient sur l'autoroute d'à côté. Alors, c'est de faire intervenir les arts constamment par le biais de la création dans, non pas un exercice de sensibilisation, je déteste le terme, mais dans un exercice de co-création avec les résidents des quartiers environnants et notamment Parc Extension. Voilà. Merci beaucoup, Simon. Je pense que ça rejoint beaucoup tes propos aussi, qui sont très proches de Certeau aussi. Je vais te laisser parler tout de suite, Catherine. Donc, quand on vous pose la question « Que faites-vous dans la vie ?» que répondez-vous? Vous souvenez-vous d'un moment ou d'un événement qui a bousculé vos convictions et qui vous a fait dévier d'une trajectoire plus convenue? Si vous n'aviez pas choisi ce parcours de vie, que feriez-vous aujourd'hui? Etc., etc. C'est quelques-unes des questions que j'ai posées avec mon duo d'artistes Massécar-Dorion dans le cadre d'une enquête sur la normalité ostentatoire, donc qui était un thème proposé par l'organisme Foliculture pour un événement à Québec en 2016. Les entrevues ont été réalisées auprès d'une dizaine de personnes qui, selon nous, selon notre duo, avaient fait des choix de vie moins convenus. On revisitait avec eux des déclencheurs ou des points tournants de leur passé
pour ensuite leur demander de réécrire leur histoire autrement. Le récit uchronique de leur vie, s'il avait pris telle ou telle décision à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Premier résultat de l'enquête, un documentaire radiophonique ou un cinéma pour l'oreille d'1h23 qui faisait appel à des souvenirs et à des projections dans un futur qui n'arriverait jamais, dans des uchronies, dans de la science-fiction. Mais cette enquête faisait appel à une autre partie, à un autre processus. Ah, on était déjà à un autre processus plus large de notre projet déclencheur uchronique. C'est-à-dire que notre duo d'artistes nous-mêmes, on se proposait de poursuivre l'enquête en plongeant dans une immersion totale à même la vie quotidienne, à même la vie sociale, de basculer incognito dans une science-fiction, dans l'Uchronie et de vivre nous-mêmes des fragments d'histoire alternative, d'une réalité qu'on vivrait jamais, mais qu'on mettrait en scène en parallèle à ce qu'on avait nommé Normalan, une ville qu'on avait superposée sur un quotidien, sur du vivant. Donc, c'est dans une mise en scène invisible d'un couple qui s'occupait à différentes tâches, en cavale, dans des banlieues, dans des power centers, au gym, qu'on a visité, qu'on a fait des activités comme aller visiter les maisons Bonneville, s'informer du prix. On a aussi suivi les recommandations du studio de photo Snap au Labé, ici, qu'on voit, c'est-à-dire les recommandations pas de rayures horizontales. Un bijou brillant détourne l'attention d'une zone peut-être problématique et porter des costumes simples et des talons hauts. Donc, 7 jours durant lesquels on a archivé nos activités à Normalan avec des vidéos, avec mon iPhone, avec des selfie sticks. On conservait aussi les différentes coupures de journaux, les circulaires qu'on nous donnait. On notait aussi nos trajets, les endroits où on avait disséminé des petites cartes d'affaires, des petites cartes blanches immaculées qu'on laissait derrière nous, où on pouvait lire l'histoire telle qu'elle aurait pu être. Et puis, on notait aussi les endroits où on avait contaminé doucement le réel par une fiction, par notre présence anonyme. L'œuvre finale, proposée dans un premier temps à Foliculture, c'était une mise en scène, une relation dichotomique entre les images qu'on avait montées, donc ce couple qui vivait à Normalan, et ce premier documentaire audio-là, qui présentait des réflexions sur des modes de vie alternatifs, non standardisés, et les récits uchroniques. Le tout était présenté dans une installation aménagée dans une salle qui pouvait rappeler une salle de montre, comme chez Tanguay ou chez Corbeil. Dans mon processus de création, la stratégie de l'immersion du territoire joue un rôle très important. En adoptant différentes postures quelque peu insolites d'artistes qui infiltrent le réel, en m'isolant complètement de mon quotidien pour une période donnée, je tente de dégager des réalités multiples qui ne sont pas toujours visibles ou audibles à la surface, qui apparaissent au fil du temps, dans une posture décalée, qui donne à voir autrement, en passant par des imprévus ou par des jeux de hasard avec le réel. La méthode pour construire ensuite mes œuvres, c'est un jeu de superposition de strates des différentes archives. Donc, les documents sont archivés en compartiments et ça me permet de les réactiver en partie ou en totalité, dans des combinaisons infinies de mise en relation de la matière et de différentes temporalités, d'y ajouter autant de couches que je veux et de les présenter autant dans le cadre d'une installation son et images comme j'ai présenté pour Foliculture, ou de créer une émission de radio, un hors-spill pour une émission de radio expérimentale, ou même de faire une conférence fiction scientifique ou recherche-création comme j'ai pu faire l'été dernier. Donc, à ce point-ci, dans ma démarche artistique, c'est un bonheur réel pour moi de tenter de réfléchir à la richesse et au potentiel de ce processus interdisciplinaire qui fait appel autant à des disciplines artistiques que non artistiques, qui s'appuie sur le flux de circulation à même la vie quotidienne, qui archive selon des méthodes créatives de recensement d'informations ou selon des méthodes plus traditionnelles pour ensuite transformer ces données en fiction, en récits, en journaux, en compositions. Donc, un processus qui reste ouvert aux constructions multiples de l'œuvre et surtout qui se laisse métamorphoser au fil des rencontres,
des expériences et de toute la matière hétérogène récoltée. Donc voilà, pour un 5 minutes. 5 minutes.